Bonjour et bienvenue sur Dotvlog numéro 28, 29 peut-être, bon, on ne compte plus. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'important comme à chaque fois, je vais vous parler de NDPend 2020. Je vous ai promis une vidéo, et puis le 26 juin dernier, j'étais obligé de me fendre d'un petit blog, une petite entrée de blog, pour vous expliquer que, en raison de la météo et en raison d'une panne de clim, je ne pouvais plus tourner de vidéos dans mon bureau où les températures montaient largement au-dessus de 30-32, et sans clim, c'était pas possible. Donc, je vous avais fait ce petit billet qui présentait NDPend 2020, et notamment l'une de ses principales nouveautés, qui était le graphe de dépendance. Et puis, je me suis dit quand même, il faut que je vous fasse cette petite vidéo. Donc on va aller assez rapidement, parce que c'est quand même quelque chose qui doit se voir pour mieux se comprendre. Sinon, ça reste un peu hypothétique. Alors le site de NDPend, dont je vous donnais le lien à l'époque, est extrêmement bien fait. Il est plein de documentation, en anglais. Il y en a pour qui ça rend les choses un peu moins faciles d'approche. Et puis, il y a plein de choses là-dedans, et c'est pas dit avec aussi ma façon de faire. Donc voilà, ce sera deux approches différentes. Vous aurez d'un côté le site officiel de NDPend, avec ses documentations et ses vidéos en anglais, et puis vous aurez cette petite présentation assez rapide sur Dotvlog. Alors en deux mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que NDPend, NDPend c'est un outil d'analyse de code. Donc c'est un outil pour les développeurs. Moi je suis pour que les développeurs à tous les étages se servent de ce genre d'outil pour avoir conscience de la qualité de leur code, pour pouvoir avoir une vision bien particulière, qui leur permette de rentrer en profondeur dans les erreurs commises, dans la dette technique, etc., etc. Mais souvent, c'est un outil qui est plutôt adapté, on va dire, à des chefs de projet qui veulent superviser la qualité, ou à des auditeurs qui veulent rentrer très vite dans un code et en voir les problèmes. C'est ce que je fais moi souvent, je me sers souvent de NDPend dans ces conditions-là. C'est un outil très versatile, mais c'est aussi un outil de tous les jours, parfaitement intégré à Visual Studio, et que je vous conseille fortement d'utiliser. Par exemple, il y a deux outils que j'utilise très couramment, tous les jours, c'est ReSharper et NDPend. ReSharper, c'est vraiment un outil pour développeurs, c'est dans l'immédiat, dans l'immédiateté de la frappe du texte, on a des retours tout de suite. NDPend, c'est une vision beaucoup plus eagle eye, c'est plutôt vue d'ensemble, mais en même temps, on va plonger dans le détail. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de NDPend, parce qu'NDPend, ça fait longtemps que je vous en parle. Le premier article que j'ai retrouvé sur NDPend date de 2009, donc ça fait 11 ans aujourd'hui. Et j'ai la liste sous les yeux, je pourrais vous le dire. En 2009, c'était Visual NDPend, un outil d'analyse de code original et puissant. Bon, je ne m'étais pas trop foulé sur le titre, mais par contre, c'est bien descriptif, et c'est vrai que c'est cela. Et puis en 2010, je vous donnais un billet pour vous présenter NDPend 3, en vous disant que votre code est une base de données en or. Et vous le comprendrez si vous regardez bien en détail qu'est-ce que NDPend. Et puis en 2013, je vous disais l'arme fatale NDPend 5. Et oui, on avait avancé dans le temps, et déjà il y avait beaucoup de choses de plus à voir dans le produit. En 2016, ou même déjà avant, en 2015, je vous présentais NDPend 6. En 2016, dans les papiers des lecteurs, nous avions un article qui était comprendre les métriques de VS, dans lequel je m'étais permis de rajouter un paragraphe assez important, qui présentait aussi les métriques qui sont données par NDPend. Et puis en 2017, je vous parlais de NDPend 7, etc., etc. Et puis aujourd'hui, donc, de NDPend 2020. Donc, partant de là, vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure que je parle l'article qui est paru le 26 juin, dans lequel, bon, bah voilà, je m'excusais de ne pas pouvoir tout faire parce que, à cause de la météo et à cause de la chaleur qu'il y avait dans le bureau, je vous mettais une des vidéos qui présentait l'une des dernières grandes nouveautés de NDPend 2020, mais c'est une vidéo qui pointe sur le site de NDPend et qui est tournée en anglais, enfin c'est une vidéo YouTube, mais qui est publiée en anglais. Elle y montre beaucoup de choses, très intéressant. Parfois, c'est pas aussi évident que de le voir ou que de l'entendre en français. C'est donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, en partant d'un code bien particulier, que certains d'entre vous connaissent. J'ai pris ça un peu au hasard, j'en avais discuté avec Patrick, s'il connaissait un code qui serait plus à même de faire voir ce genre de fonctionnalité, parce que c'est pas évident d'avoir une grosse base de code. Je vais pas vous faire voir ça sur un exemple de 2 pages, donc il fallait un gros bout de code. Et puis il m'avait suggéré, pourquoi pas, d'aller regarder du côté de AnyHibernate. Et effectivement, bon, quand on regarde dans le code source, il y a quand même plus qu'une erreur, il y a quand même pas mal de choses à faire, et puis c'est un très gros code, et donc rentrer rapidement dans un très gros code comme ça, bah voilà, il faut un outil comme NDPend, donc ça tombait bien, donc j'ai suivi son conseil, et on va partir sur le code source de NDPend que j'ai téléchargé sur Git il y a très peu de temps. Donc c'est vraiment une version extrêmement récente. On va partir de ce code-là, et on va voir ce que fait NDPend. Alors NDPend, il y a une version complètement standalone, vous pouvez la lancer depuis Windows, et travailler sur n'importe quel type de projet, et puis cette version s'intègre aussi dans Visual Studio, et vous voyez que nous avons dans les extensions NDPend qui est ici, qui permet d'attacher pour l'instant une solution qui ne serait pas attachée à NDPend, ou de prendre une solution existante NDPend.
ndepend, attache existing, et là il met une des dernières que j'ai attachées, donc c'est NHibernate. Donc on va attacher tout simplement ndepend à NHibernate. Donc c'est un projet à part, hein, qui va stocker toutes ces informations ailleurs, donc ça ne pollue pas votre source code, et ça permet de faire un certain nombre de choses sur ce source code. On y vient tout de suite. Comme vous pouvez le constater, puisque j'ai attaché un projet ndepend à ma solution Visual Studio, dans les extensions maintenant, j'ai ndepend et je vois l'ensemble des possibilités dont je dispose à ce stade-là, c'est-à-dire la solution est juste ouverte. Donc je vais prendre par exemple le dashboard pour vous faire juste un petit rappel de ce que ça fait. Ça peut suivre un code source dans toute sa durée de vie. Il y a des graphes évolutifs qui vont permettre de suivre par exemple la qualité du code, le nombre d'erreurs, la dette technique, si elle baisse, si elle augmente, etc. Donc c'est excessivement intéressant. Là bien évidemment, sur les graphes, il n'y a qu'un seul point, puisque moi je ne travaille pas sur NHibernate et je ne le fais pas évoluer, et le source depuis que je l'ai téléchargé, je ne l'ai évidemment pas bricolé. Donc on n'a qu'un seul point, mais vous voyez sur ce graphique-là, on pourra voir l'ensemble des points et voir comment ça augmente. On a un résumé d'un certain nombre d'informations, mais tout ça je vous renvoie à la petite dizaine d'articles que j'ai écrits sur ndepend, dont je vous donnerai l'adresse en dessous dans la vidéo. Donc on voit qu'ici on a, en termes de qualité, on a 10 règles critiques par exemple qui ont été violées, 73 ici qui ont été violées, 10 qui sont critiques. On a pas mal de petits problèmes à droite et à haut, et surtout des problèmes assez importants, puisqu'on a la catégorie high, on a quand même 1406. Enfin, c'est un code, bon, on voit que c'est un code legacy sur lequel tout le monde est passé, et on voit que c'est pas parfait, hein. Donc une dette technique de 10,63, c'est quand même assez lourd. Un rating de C, donc c'est pas une note géniale. Enfin bref, donc on voit que c'est un projet de 94 000 lignes de code, à peu près 95 000 lignes. Bon, ce qui est pas mal, mais enfin ce qui n'est rien non plus de transcendant. On a déjà vu plus. Les couvertures de code pour les tests, les issues, les quality gates, tout ça je ne vais pas aborder maintenant, et on va en arriver directement en fait à ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, qui est le graphe de dépendance. La solution NHibernate est faite de plusieurs projets, comme on s'en doute, des projets de test, etc. Celui qui nous intéresse, c'est le projet principal, c'est NHibernate. On va faire un clic droit, et on va descendre dans la partie des menus que ndepend a rajouté, et là, il y en a beaucoup qui sortent sur la droite de votre écran, c'est normal. J'ai un écran beaucoup plus large que 1080, et puis ce qui va nous intéresser de toute façon aujourd'hui, c'est le dependency graph, donc on va cliquer dessus et on va l'afficher. Alors ce dependency graph, le voici, il nous affiche un certain nombre d'informations, on le voit, c'est un graphe bien sûr, un graphe de quoi? De dépendance, et il nous montre donc des blocs, et ces blocs sont reliés par des flèches. On a demandé NHibernate en entier, donc on a tout le bloc, et on voit qu'on pourrait descendre à l'intérieur pour voir d'autres choses. Dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de regarder un petit peu le layout, pour voir comment ça se présente. Donc on a un menu layout, ici on pourrait avoir une disposition dans ce sens-là, donc on voit une disposition plutôt de haut vers le bas, ou une disposition de la gauche vers la droite, chacun fera en fonction de ce qu'il veut. La molette de la souris permet de faire des zooms, et puis après on peut se déplacer assez facilement. Dans le menu layout lui-même, on voit que les box size sont proportionnels au nombre de lignes de code. Mais on pourrait avoir d'abord des constantes, donc une largeur absolument la même partout, ou l'avoir en nombre d'instructions IL, par exemple. Bon, là, en nombre de lignes de code, c'est par défaut, et ça me semble relativement intéressant comme vision. Le highlight, je veux dire, peut être fait en fonction d'être direct, indirect sur les dépendances, ou ne pas faire de highlight, si on préfère ne pas l'avoir. Au niveau de la direction, bon, on a vu qu'on pouvait choisir pas mal de choses. Et puis on peut montrer les edges ou pas les edges, etc. Donc on a beaucoup de possibilités ici intéressantes qui s'ajoutent à celles des filtres. Ici on voit qu'il y a 79 filtres, donc on pourrait par exemple, ici on a fait exclude third party code. Si je décoche, on va avoir, je fais OK, et ici on voit d'un seul coup tout le code tiers qui va être utilisé par NHibernate, ainsi que on voit tous les modules système qui peuvent arriver ici, avec des grosses flèches bleues de dépendance dans un seul sens, donc il n'y a pas bien sûr, le système n'a pas de dépendance sur NHibernate. Donc on va reprendre notre filtre, on exclut le code tiers, et on revient sur quelque chose de clair. On pourrait filtrer avec, par exemple, tout ce qui n'est pas public. On sait qu'on n'y aura pas accès, par exemple, sauf si on travaille sur le code lui-même, bien sûr, pour travailler, mais si on s'intéresse uniquement à ce qui est à l'architecture publique, on va avoir ici un certain nombre d'informations supplémentaires. On a des groupes, et on peut grouper, par exemple ici c'est groupé par cluster en fonction de l'assembly. Par exemple ici, on va arriver ici, on va dézoomer un peu, vous voyez, on va dire que je groupe, j'enlève tous les groupes, il recalcule le graphe, et on a une présentation assez différente. On
pourrais grouper par assembly, dire que je veux plus être groupé par assembly. Il va recalculer le graphe. Et là, on a effectivement des groupements qui sont un peu plus aléatoires, mais qui ressemblent des fois plus au code, plus proche du code. Donc ça dépend de si la vision qu'on veut avoir est une vision très proche du code ou plus proche de son architecture. Donc là, on va grouper par assembly, on va grouper par cluster, on va voir tout ça en même temps. Et pour avoir une vision assez simple, assez claire de ce qu'on veut. Donc on a pas mal de choses. On peut demander au graphe de remplir toute la page, tel que Visual Studio s'affiche. On a des zooms, bien évidemment, en plus ou en moins, mais comme je vous l'ai dit, la molette de la souris permet de le faire. On peut revenir en arrière sur ses choix. Donc on a fait des modifications dans notre graphe au niveau même de son layout. Je pourrais revenir en arrière pour revoir le layout tel qu'il était avant de faire la modification, et je peux revenir dans l'autre sens et me dire non, je préfère finalement cette vue. Donc ultra pratique. Ça, ce sont des options vraiment qui font gagner un temps fou quand on travaille avec le produit. De la même façon, on a la profondeur du graphe. Ici, elle est maximale. On peut se dire, bon, je voudrais voir que les 2 ou 3 premiers niveaux, par exemple. Et là, on va avoir un autre graphe qui s'affiche, dans lequel on a les dépendances uniquement que sur quelques niveaux. Et quelques niveaux, ici, c'est 2. Mais on pourrait choisir 3 niveaux, par exemple. Il va recalculer le graphe, et on va voir qu'on a des dépendances un peu différentes. Si je veux des dépendances directes, très intéressant pour voir uniquement les choses qui sont connectées les unes avec les autres, et bien ici, on a un graphe de ce type-là. Si je veux voir la vision max, je vais retrouver celle que j'ai eue tout à l'heure, qui donne toutes les dépendances sur l'ensemble du bloc que j'ai sélectionné, puisque on va pouvoir rentrer dans les blocs les uns après les autres pour voir comment ils sont écrits et pour voir le code qui correspond. Parce que là, c'est effectivement pas très lisible pour les toutes petites choses qui sont ici. Mais c'est pas grave. Quand je passe ma souris, on s'aperçoit que j'ai un hover avec ici des explications. Donc je vois les explications du code. Ici, contexte sensitive help, on voit ici, l'item c'est system runtime compiler service, etc. Ici, si je viens là, il me dit que c'est nhibernate cache. Il me dit que ici, on est sur nhibernate dialect, et ainsi que d'autres éléments. Et j'aurai ici la possibilité d'accéder à d'autres graphes, à d'autres visions sur ce code, à partir de cet élément que je viens de pointer ici. Donc, vraiment très pratique. Bon. Vous avez de l'aide sur le côté, on vous dit que ce qui est en jaune, on le voit très bien quand je passe, mais là c'est des petits morceaux, mais enfin bon, que ce qui est en jaune c'est l'élément qui est survolé par la souris, le gros bloc rouge c'est celui qui est sélectionné, c'est-à-dire que si je clique ici pour sélectionner, c'est ce bloc qui devient en rouge avec des tirets autour. Si on avait fait une recherche, ça serait en jaune entouré de pointillés, et puis au niveau des flèches, on voit par exemple qu'une flèche verte dans un seul sens, c'est un appel direct caller. Si elle était pointillée, ça serait un indirect caller, très intéressant à savoir, donc il y a quelque part une triangulation qui se fait, et la chose est appelée par le biais d'une autre. Ici, c'est dans l'autre sens, le bleu c'est direct callee, donc on a un appelé qui est direct. Ici donc on a un anonymous namespace qui est appelé directement par le bloc nhibernate. On a les indirects callee, on a les caller and callee, c'est-à-dire quand les deux s'appellent mutuellement, on a une flèche rouge. Si c'est indirect, c'est pareil, c'est segmenté, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut sous la main en termes de layout pour pouvoir vous balader, pour pouvoir grossir, diminuer, pour pouvoir étudier un élément plus qu'un autre, pour avoir des informations sur un élément, pour sélectionner un élément pour qu'il devienne l'élément principal, etc., etc. On va voir que tout ça, ça a un sens dans les autres options. Alors, on peut aussi faire des recherches, bien évidemment, surtout sur un gros code comme ça, c'est intéressant. Donc on va cliquer sur recherche, et on a ici la fenêtre de recherche qui s'affiche. Et je vais chercher par exemple dialecte. Immédiatement, je vois le résultat, et vous avez vu l'animation à l'écran en même temps de la localisation, puisque là c'est un namespace, il s'est ouvert. Et ici je vois toutes les entrées qui sont filtrées. Alors on pourrait les grouper ici, par .NET Assembly ou pas, on pourrait les grouper par namespace, individuellement ou pas, donc dans ce cas-là on descend et puis on voit apparaître les namespaces avec les sous-fonctions. On pourrait avoir un mode flat, on pourrait faire des tas de trucs, on pourrait exporter notre graphe. On peut l'exporter sous plein d'autres fonctions, on verra ça peut-être plus tard. Et puis, je vois ici nhibernate, je vois ici un nhibernate schéma. Si je double-clique, hop, vous voyez que ça se déplace. Nhibernate fonction, on arrive ici. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant, je ne connaissais pas cette partie-là du code. Et là, je rentre dedans, et je vois, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle fait tout ça, oula, il y a du monde là-dedans. Et là, il me fait voir toutes les méthodes qui ont été sélectionnées. Donc c'est sympa, toutes les classes. Je vais pouvoir, par exemple, rentrer ici, me dire, criteria, c'est quoi cette histoire-là? Si je fais ça et que je double-clique, je rentre directement dans le code. Et là, ça permet de voir apply locks. D'accord, donc c'est un truc qui gère sur SQL et qui va appliquer un lock. Je dis, oui, mais maintenant que je me suis embarqué ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai les fameuses flèches, et je peux retourner
en arrière. C'est les flèches de Visual Studio, là, ici, ici je peux me balader dans ces choses-là, où on peut bien évidemment retrouver notre graphe, en fermant tout simplement cette fenêtre, et on retrouve notre graphe. Ici, on peut réappliquer nos filtres par namespace, par machin, etc., les grouper, pas les grouper, enfin, bon, bref. Vous avez compris le procédé, je peux rentrer dans ce bloc-là, et puis maintenant je le groupe, je l'ouvre, etc., je rentre, et je rentre, et je rentre. On voit qu'il y a un nombre assez intéressant d'imbrications là-dedans, ce qui n'est pas forcément très clair, ou très simple, mais enfin, on n'est pas là pour faire la critique, ni l'audit du code de NHibernate, ça nous sert de support pour cette petite démo. On va aller un peu plus loin. Par exemple, sur ce graphe, je voudrais revenir en arrière sur les premières choses sur lesquelles j'étais, parce que je me suis un peu perdu par sérendipité à l'intérieur de tous ces namespaces et toutes ces classes. Eh bien, la flèche de NDepend permet de revenir en arrière ou de revenir en avant, comme toujours. Donc tous les mouvements à l'intérieur du graphe sont mémorisés. Donc c'est quand même vraiment très bien fait. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut aussi travailler autrement depuis l'explorer de code. Donc ici, on a le résultat de nos recherches. On va revenir sur l'explorer de solutions de Visual Studio. Et puis ici, je vois que dans NHibernate, j'ai loader, par exemple. Je vais prendre ça, drag and drop, et j'arrive directement sur la partie loader qui est ici, qui va se retrouver dans la partie sélectionnée. Donc, loader custom, on a loader, etc. Et on a le NHibernate loader, donc le groupe qu'on vient de choisir. Pareil, si je voulais prendre le mapping, je viens là, je dépose, et j'ai le mapping qui va s'afficher à l'écran. Alors, suivant la taille du code, suivant comment il fait, ou suivant s'il est déjà à l'écran d'ailleurs, et là non, il a été le chercher, voilà, il a été construire le graphe, et il a été le chercher. Donc on a un gros code quand même, presque 100 000 lignes de code, c'est quand même pas rien. Donc il se balade, il cherche, il génère un graphe, vous voyez qu'il génère un graphe qui n'est pas n'importe comment, puisqu'on a choisi des options de groupage au niveau visuel, donc c'est super clair, c'est super propre, donc il lui faut un petit peu de temps de calcul des fois pour arriver à faire ça. On peut aller ici, et dire par exemple ça, est-ce que ça marche ça, si je pensais que je le pose. Donc abstract lazy initializer. Mais oui, bien sûr, ça marche, j'arrive directement dessus. Maintenant je dézoome, et je me vois que ce truc-là, il est en double dépendance, hein, c'est la double flèche rouge, Color and Collie sur NHibernate Proxy Poco. Bon, pourquoi pas, je veux dire, mais on voit par contre qu'il y a plein de doubles flèches rouges partout, ça j'aime pas ça. Alors, les doubles flèches rouges comme ça, elles ont vocation par exemple à être retransformées en flèches à simple sens, hein. Ça veut dire qu'il y a un problème de conception dans le logiciel, ça c'est clair. Donc il faut les éviter à tout prix, hein, ces doubles dépendances ou les cycles qu'il peuvent y avoir et des choses de ce genre. Donc voici un autre exemple de ce qu'on peut faire par drag and drop de l'un dans l'autre, donc c'est assez pratique et assez simple et très immédiat. Alors je vous ai fait voir qu'on pouvait faire du drag and drop, qu'on pouvait donc partir dans tous les sens, qu'on pouvait voyager ici aussi d'avant en arrière sur tous les graphes qu'on avait appelés, qu'on avait modifiés. On a aussi la possibilité de générer un graphe à n'importe quel niveau, c'est ce que j'ai fait en fait au départ pour générer le graphe de NHibernate, mais si je veux un graphe à partir d'ici, on vient ici, et on va lui demander, si je suis sur un namespace, show dependency graph, et voilà, nous sommes sur la partie transform, et là je vois tout de suite cette partie transform, je vois toutes les relations qu'elle a avec les autres blocs du logiciel. Encore une fois, là j'ai des flèches rouges à double sens ou à simple sens, donc qui sont des appels directs ou indirects. Là il n'y a pas de pointillés, donc ce sont des appels directs, mais le double sens, donc ce sont des relations appelant, appelées qui sont un peu ambiguës. Donc c'est des choses à clarifier dans le logiciel. Quand je vois une double flèche comme ça ici, il y a quelque chose qu'il faudrait certainement faire pour l'améliorer, en termes d'architecture bien entendu. On peut, comme je vous l'ai dit, faire des recherches. Quand on a des recherches ou quand on a des graphes, eh bien, on peut tout à fait exporter son graphe. On peut l'exporter en HTML, on peut l'exporter vers Excel avec des noms de classes, etc. Donc c'est assez pratique si on veut faire des rapports un peu plus complexes. En XML, en texte, pourquoi pas. On peut exporter vers un autre graphe. On a tout un tas de possibilités. Ici, comme par là, d'ailleurs, me semble-t-il, ici, dans l'export, voilà, on a en SVG, donc là on va avoir un truc vectoriel, donc ça veut dire qu'on pourra l'afficher avec tous les niveaux de finesse qu'on veut. On peut sauver le snapshot, donc là c'est un autre débat, et export to dependency matrix. Par exemple ici je clique là, et on arrive sur la matrice des dépendances, que je vous ai déjà fait voir dans d'autres articles ou d'autres vidéos, et voilà. C'est un peu une même vision, mais il faut avouer que cette matrice des dépendances, il faut vraiment avoir l'habitude de la lire pour voir les erreurs, pour voir les choses, etc. C'est pas toujours très simple. Franchement, c'est vachement mieux avec cette présentation-là aujourd'hui du graphe de dépendance qui est beaucoup plus parlant, qui permet de naviguer d'un point à un autre et de se balader et d'avoir toutes les informations qu'on veut, de faire des recherches et tout ça. Alors bien entendu, on dispose de plein d'options et je vais pas refaire la doc ici, c'est pas du tout le but, c'est de vous faire voir à peu près ce que ça fait. Par exemple, je pourrais voir que les méthodes et les champs, par exemple. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ou dire non, je ne veux voir que les déclarations de type. Donc ici, on a le même
la même vue, mais on n'a plus que les types, par exemple. Ou, plus fort encore, pour ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis et aller plus loin, on peut éditer le code de la query, parce que bien évidemment tout ça c'est bâti sur NDepend, ce n'est qu'une partie de NDepend, et NDepend, comme vous le savez, si vous avez lu tous les articles que j'ai fait depuis 2009, depuis 11 ans, vous savez que l'un des moteurs de NDepend, ça a été de transformer le code source en une sorte de grosse base de données sur laquelle on peut interroger avec un langage de type link pour avoir des tas d'informations. Tout ce qui est fait ici, en fait, ce sont des requêtes link adapté à du code. Donc on peut éditer le code de la query. On peut voir par exemple que pour arriver ici, vous avez ici le texte, donc from t in assembly with name nhibernate.single.child namespace.with name with wildcard match in et nhibernate.transform. Donc on voit comment se fait cette requête link particulière, c'est du link de nhibernate adapté à du code source, c'est là tout le gros travail qu'il y a eu au départ dans NDepend, et ici, on a un from, comme on aurait pu l'écrire dans C# de toute façon, un point distinct, alors child types, point distinct et select t, et c'est ça en fait qui est mis en page après. Donc après, il y a un moteur de mise en page pour faire ce genre d'affichage à la place de, par exemple, la matrice qui était plus simple. Et puis on voit ici tout ce qui a pu être sélectionné par cette requête. On pourrait très bien changer en disant, par exemple, on avait dialecte, on voit ici que ça a changé, j'ai maintenant la réponse directement et je peux l'exporter vers le graphe. Et maintenant, j'ai un graphe. Donc vous voyez, j'ai une interaction complète entre le graphe qui est affiché, la requête link spécifique de NDepend, j'ai le résultat sous forme ici de texte. D'ailleurs, si je me balade dessus, vous voyez, à chaque fois, les éléments sont sélectionnés, c'est assez génial. L'interaction bidirectionnelle, tridirectionnelle même, je veux dire, qu'il y a dans NDepend, dans ce graphe, est vraiment super bien fait. Il y a un super travail qui a été fait. C'est beau, visuellement c'est beau, c'est pratique, c'est puissant, on n'a pas grand chose à faire. Et vous voyez que si je reviens ici et que je dis, donc c'est transform, je crois, je suis pas un expert de Hibernate, alors j'aurais pas dû choisir un truc qui commençait par N comme NDepend, parce que j'ai tendance à fourcher entre le nom de Hibernate et le nom de NDepend pour cette démo. C'est vrai que Hibernate, je l'ai testé, je l'ai utilisé très peu il y a très longtemps, et puis ça fait bien longtemps que je ne m'en sers plus, donc c'est un produit qui pour moi est un peu lointain. Donc export to graph, et on revient sur notre graphe de transform, de la partie transform. Donc vous voyez, si vous connaissez le langage link, bon, vous savez déjà presque tout faire, et les 2-3 subtilités qui sont expliquées dans la doc de NDepend vous permettent d'interroger avec un certain nombre d'extensions link, d'interroger votre code source. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a tout le reste dans NDepend, notamment le fameux dashboard avec les règles qui sont, par exemple ici, on va voir les règles qui sont violées par exemple, on a 73 règles violées. Quand on arrive, on a ici une requête, donc une query, donc qui s'appelle Non-Critical Rules Violated. On a l'explication avec la dette, etc. Et on a les 73 règles qui sont, par exemple, Don't use obsolete type method or field. On en a 577 issues. Ça fait du monde quand même. Donc si je double-clique là-dessus, je peux voir apparaître tous les endroits où cette règle a été violée. Alors ça, c'est tout le reste du fonctionnement de NDepend qui est vraiment génial, dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Le but du jeu, c'était aujourd'hui de vous présenter ce nouveau graphe de dépendance. Pas rentrer trop dans les détails, je vous ai fourni le lien vers la vidéo qu'il présente assez bien en anglais sur le site de NDepend. Il y a toute la doc sur le site de NDepend. Je vous conseille vivement d'y faire un tour. Il doit y avoir une version d'essai très certainement téléchargée là. Alors, répondant à une question, puisqu'on est sur une vidéo YouTube, on n'est pas sur .blog, sur mon blog je fais ce que je veux et j'ai de compte à rendre à personne. Nous sommes sur YouTube et YouTube demande, quand on va publier une vidéo, est-ce qu'on fait un placement de produit ou pas? Alors je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de faire un placement de produit aujourd'hui ou pas? Il y a deux façons de voir les choses. On peut dire oui, puisque je fais la pub de NDepend en vous disant que c'est bien et mangez-en. Et en même temps, un placement de produit, dans la logique de YouTube, il me semble que ça fonctionne un peu différemment. C'est quand une marque vous a payé pour présenter un produit ou des choses comme ça. Alors, pour être complètement transparent, oui, cette licence de NDepend m'a été offerte. Mais en tant que MVP, vous savez que j'ai le droit à beaucoup de licences gratuites de plein de produits. Je n'en parle pas à chaque fois et je ne me sens pas obligé d'en faire une vidéo à chaque fois. Donc je pense garder ma liberté éditoriale, et le nombre d'articles que j'ai paru dans d'autres blogs depuis 11 ans sur NDepend prouve que, ou alors je suis très très bien payé à chaque fois, et c'est pour ça que j'en ai sorti beaucoup d'articles, ou alors tout simplement parce que c'est un excellent produit, et que, voilà, la licence par contre, effectivement, m'a été offerte, donc sachez-le,
en toute transparence, mais ça change rien au fait que c'est un produit que j'utilise depuis plus de 11 ans, et que je vous conseille d'utiliser parce qu'il est bien, exactement comme je vous conseille ReSharper. ReSharper, j'ai la licence gratuite en tant qu'MVP, j'en dis du bien, mais j'en fais pas des tartines non plus, parce que c'est un bon produit qu'ils ont presque tout seul. Il me semble que NDepend a besoin plus d'un petit coup de pouce, parce que c'est un produit plus technique, plus complexe, et peut-être moins facile à vendre qu'un truc qui sert aux développeurs tous les jours. Donc voilà, donc en toute transparence, c'était ce que je voulais rajouter à la fin. À vous de vous faire une idée de toute façon en prenant la version d'essai, et puis amusez-vous bien, parce que NDepend, sur des gros codes sources ou des sources legacy, ou des sources que vous devez reprendre à l'arraché, c'est vraiment un outil indispensable. Donc c'est bon, mangez-en, c'est bien, et achetez-le évidemment, parce que bon, bah voilà, ça sert tous les jours. Je vous remercie de votre attention, et puis à un prochain vlog, ou une prochaine vidéo de musique, puisque vous savez que je fais les deux, des fois des vidéos de musique et des fois des vidéos de machin. Vous voyez derrière moi le gros modulaire qui est ici, qui va servir bientôt à la prochaine démonstration. Donc, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt, d'une façon ou d'une autre, ou sur d'autres blogs tout simplement. Ciao, et comme je dis sur le blog, stay tuned.